Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons maintenant du Rwanda. L'ONU aurait pu empêcher le génocide. C'est des propos de Harald Gans, ou bien le diplomate, ou l'ancien diplomate allemand, dans une interview est revenu sur le génocide rwandais. Nous savons que la commémoration du trentenaire de ces tristes événements est toujours en cours. 100 jours de deuil national ont été décrétés dans ce pays. Alors, pour remémorer les faits, l'ancien diplomate est revenu un peu sur la situation où il pointe entre autres du doigt la responsabilité des Nations Unies qui selon lui aurait pu intervenir ou donner l'ordre à ce que la mission des Nations Unies au Rwanda puisse intervenir et utiliser les armes, ce qu'avait demandé le commandant de cette mission qui était un général canadien mais qui n'avait pas obtenu le OK des Nations Unies pour faire usage de l'arme et maîtriser la situation. Malheureusement, on dénombrera avec ce génocide plus de 800 000 morts en 100 jours de massacre. Nous revenons sur la situation. Je commence par vous, Adam. L'ambassadeur ou l'ancien ambassadeur pointe aussi du doigt la responsabilité de l'ONU. Je sais qu'il y a plusieurs responsabilités qui sont situées, celle de la France et celle de la communauté internationale de façon générale, mais là, l'ONU est clairement indécise. Oui, je pense que, avant d'aborder le sujet, il serait de bon temps que l'on remonte un peu l'histoire et partager ces moments douloureux avec nos amis rwandais qui, en un moment donné de leur vie, ont subi malheureusement les affres, disons, de l'irresponsabilité de l'humain. Parce que quelque part, si il y a lieu de pouvoir indexer ces pays-là, puisque au fil du temps, les responsabilités se dégagent. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on essaie de refuyer encore l'histoire et d'engager les responsabilités des uns des autres. Puisque la responsabilité de l'ONU, c'est pour la première fois, et c'est pas n'importe qui l'aborde, c'est un diplomate chevronné qui a beaucoup parcouru le continent. Et la zone, il maîtrise véritablement, en tout cas l'Afrique, mais au même moment également, c'est comment ça se passe au niveau des Nations Unies dont il indexe aujourd'hui la responsabilité. Quelque part, je pense que c'est un sujet qui convoque plusieurs aspects liés, en tout cas au déploiement des forces onusiennes sur le continent. Parce que je pense que lorsque nous évoquons en tout cas ce sujet, cela nous renvoie également à pouvoir donc évoquer un certain nombre de sujets sur ce déploiement des forces onusiennes où que ce soit les chefs d'État ou pratiquement des hommes beaucoup plus avisés estiment que les forces onusiennes sur certains théâtres devaient donc changer d'approche. Ils ont des termes spécifiques qui permettent de pouvoir donc les caricaturer. Tout à l'heure, je pense que dans l'intervention de lui tout à l'heure, il a évoqué le cas d'Idriss Déby également. Sur cette question également, Idriss Déby était intervenu parlant du cas du Mali. Parce que quelque part, il faut faire les corrélations. Il a estimé on ne peut pas être sur des théâtres où nous avons vu des esprits ou des forces de mal qui sont engagés contre un État souverain et que vous estimez qu'une force d'interposition qui devait donc lutter, en tout cas pour que la paix règne, il faudrait quand même qu'on puisse situer les responsables, savoir si réellement les motivations qui ont permis aux gens de pouvoir faire introduire en tout cas ces forces de mal dans un pays, il faudrait véritablement qu'on puisse souder si tel est véritablement qu'on considère un État comme souverain. On ne peut pas accepter. Donc, tout à fait. Donc maintenant, revenons donc de la déclaration. Je pense que c'est assez triste. C'est assez triste également aujourd'hui. Et surtout, cela peut être des motifs ou des motivations qui conduisent aujourd'hui des pays à pouvoir juger inopportun. En tout cas, ou inopportune la présence des forces onusiennes sur certains théâtres ou dans certains pays. Parce que c'est une question d'anticipation, de véritablement voir si réellement l'utilité de cette présence-là. Et je pense que ce qui est évoqué aujourd'hui ne peut être que des leçons à pouvoir tirer et repositionner nos États, puisque quelque part, il faudrait faire intervenir des responsabilités, mais la plus grande partie revient à l'État lui-même de pouvoir véritablement engager ses responsabilités. Si tel est qu'on veut véritablement que nos pays soient des pays souverains, on ne doit pas faire le jeu des puissances occidentales contre nos propres citoyens ou notre propre État. Puis c'est de cette question-là qu'il s'agit.
Puis c'est lorsque vous mesurez un peu la balance, vous comprendrez véritablement que nous avons à un moment donné, en tout cas pour l'envie de régner ou l'envie du pouvoir, certains ont pris position et il y a des puissances donc qui les ont soutenus. C'est en ce sens d'ailleurs même que cette responsabilité serait difficile. Puis s'il y a des influences de certains États qui n'ont pas permis à l'ONU, puis on le dit, l'ONU de toutes les façons, on parle des droits de voter, nous n'allons plus revenir sur ces aspects-là qui font qu'il y a des intrusions des puissances sur certains prises de décision. Je pense que le cas évoqué tout à l'heure concernant donc l'ONU sur le Rwanda est évocateur de ce que nous disons, mais qu'on occulte pour la plupart du temps. Mais voilà que nous en sommes devant le fait accompli aujourd'hui. Cette responsabilité est mise sur la place publique. Il faudrait quand même que tous les États africains puissent en tirer leçon. Louis Kamako, Harald Gans pointe la responsabilité des Nations Unies dans le génocide rwandais. On sait que les Nations Unies étaient déjà présentes sur le sol rwandais à travers une mission des Nations Unies qui s'appelait la MINUAR. À l'époque, elle a été mise en place en octobre 93. Quelques mois plus tard, nous sommes là en 94, en avril. Le massacre commence. Déjà bien avant le massacre, selon ce diplomate, le chef de la mission, qui était un général canadien, avait fait la demande à ce qu'on lui donne l'ordre quand même de pouvoir intervenir militairement. Malheureusement, il n'a pas obtenu cela. Les choses se sont déroulées sous leurs yeux, impuissants pour intervenir. On aura dénombré au final au moins 800 000 morts. C'est ce qu'il dit. C'est sur cela que l'ancien ambassadeur revient aujourd'hui en situant la responsabilité des Nations Unies dans ce massacre qui est considéré comme l'un des plus grands génocides de notre époque. Oui, vous faites bien de préciser à chaque fois que celui qui passe est un ambassadeur. Ouais. Ça veut dire qu'il en a tellement vu, qu'il a tellement refoulé qu'à un moment donné, il a décidé de se libérer. C'est-à-dire un ambassadeur qui a fait aussi le Togo. Oui, bien évidemment. C'est vrai qu'il a fait le Togo. Je pense que c'est pour vous dire que lors de cette crise-là, il a tellement de choses, il y avait tellement de choses qui sont passées qu'à un moment donné, il se dit il faut qu'il se vide. Surtout que quand vous voyez aujourd'hui son âge, je pense que il est peut-être en fait à l'automne de sa vie. Et quand c'est comme ça, pour des humains comme ça, on a l'habitude de le dire que quand vous êtes proche de votre tombeau, il faut que on devienne objectif et on essaie en fait de faire le meilleur culpa face à certains sujets devant lesquels on peut être coupable. Donc je pense que c'est cet exercice-là qu'il est en train de faire aujourd'hui. Et quand vous voyez ce qu'il dit que l'ambassade, le général canadien avait demandé à l'ONU un mandat pour lui intervenir, mais ce mandat ne lui a pas accordé, ça veut dire tout simplement que en fait l'ONU peut-être était dans un rôle, je ne dirais pas un rôle trouble, mais un rôle un peu ambigu. Et ça, je crois qu'on l'a toujours dénoncé, et c'est ce qu'a dénoncé tout récemment le gouvernement nigérian quand en fait il demandait en fait aux bases militaires implantées en fait à Niamey en fait de plier bagaille. Ça veut dire que vous voyez ces soldats, ces casques bleus de l'ONU, les bases militaires étrangères qui sont installées, implantées dans nos pays, mais qui n'interviennent jamais. C'est-à-dire qu'on vous dira qu'elles ont une mission spécifique. Et pourtant, c'est eux qui sont, ou bien ce sont ces bases-là dans lesquelles vous allez trouver des armes sophistiquées, vous allez trouver des munitions adéquates, susceptibles en fait de venir à bout des assaillants. Et pourtant, elle n'intervient jamais, ou bien pourtant elle n'intervient jamais, c'est-à-dire que les éléments qui composent ces bases-là n'interviennent jamais. Et c'est là que ça pose la question, quel est l'intérêt que nous avons, ou bien quel est notre profit en fait d'avoir ces bases-là sur notre sol, et au même moment on soit victime à chaque instant de l'insécurité et de ces barbaries. Quand vous voyez ce qui s'est passé au Rwanda, les massacres de 1992, de 94, je pense que les gourous en fait les gourous de la population à l'époque, c'était des gens qui venaient de la garde présidentielle. C'est des milices bien organisées, c'est la police et la gendarme aujourd'hui, et la police et la gendarme, donc c'est des gens en réalité qui étaient bien préparés pour une mission. Et la seule entité ou bien la seule organisation capable en fait à l'époque de pouvoir peut-être leur damer les pions, c'est une organisation comme les Nations Unies qui avait dans ce pays-là les casques bleus. Mais malheureusement, l'ONU ne leur a pas donné l'opportunité, l'ONU ne leur a pas donné le mandat comme le dit l'ambassadeur. Donc c'est pour ça nous sommes tentés de dire, et je crois que
beaucoup de spécialistes ont toujours soutenu que cette guerre-là, le génocide rwandais, a été commandité et voulu à un moment donné par certaines puissances occidentales. Parce que quelque part aussi, au regard de la situation, il faut dire qu'il y avait quand même un semblant de dialogue qui avait lieu, où on pensait qu'avec la négociation, on pourrait mettre fin à la crise qui avait déjà commencé quelques années plus tôt, dans les années 88, 89, 90, on se disait qu'on aurait pu quand même régler ces conflits à l'interne. Est-ce que dans le contexte, il n'était pas quand même, on ne pourrait pas excuser les Nations Unies d'avoir pris un peu de réserve pour se dire non, il faut les laisser, ils vont régler le problème, avant de se rendre compte que finalement c'était un génocide qui se préparait. Non, mais toi-même, je pense que tu as répondu à ta question parce que tu as parlé d'un semblant de dialogue. C'est un simulacre de dialogue qui en réalité n'a rien servi. Un simulacre. Tu as dit un semblant. Bon, un semblant de. Ne faisons pas un jeu de mots. Il y a quand même un dialogue qui était là. Un dialogue qui n'a rien résolu. Qui finalement on se rend compte qu'il n'a pas résolu. Non, il fallait juste changer de stratégie. Il faut savoir qu'à un moment donné, il faut user de grands moyens. Et les grands moyens dont parle aujourd'hui l'ambassadeur Games, c'est justement de demander à l'ONU d'intervenir militairement. Parce qu'à l'époque, on avait besoin de ça. C'est-à-dire, la situation était arrivée à un moment où les pourparlers, les dialogues ne pouvaient plus rien faire. Il faut passer à une vitesse supérieure parce que le camp d'en face était tellement équipé que on ne peut plus, eux, ils ne peuvent plus retourner en arrière. Donc, à un moment donné, il faut également faire preuve de militantisme ou à outrance justement pour venir les cueillir à fois, mais ça n'a pas été le cas. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que moi je suis d'avis et j'épouse en fait l'idée de ces spécialistes, de ces experts-là qui pensent que le génocide rwandais a été orchestré, a été voulu par certaines puissances en fait. Alors, Dieudonné Sironou, l'ambassadeur Gans pense que les Nations Unies n'ont pas joué leur rôle et qu'elles ont quand même une responsabilité dans ce génocide-là qui s'est déroulé il y a de cela 30 ans. Génocide qui a fait au moins 800 000 morts selon les chiffres officiels. On sait qu'on continue à découvrir des charniers. Alors, pour lui, à l'époque, on aurait pu quand même permettre à la mission des Nations Unies, la MINUAR, d'intervenir militairement, alors que dans le contexte, comme je le disais tout à l'heure, il y avait déjà des crises avant le génocide, et il y avait un certain dialogue, des pourparlers qui étaient en cours avec des partis politiques. L'ONU aurait pu espérer quand même que ce dialogue-là aboutisse, et donc serait peut-être excusable de ne pas avoir donné ce mandat. Non mais écoutez, docteur, permettez à ce qu'on incline tous devant la mémoire de ces 800 000 disparus et à la commémoration de ce 30e anniversaire à laquelle l'État togolais aussi a préparé, comment dirais-je, c'est associé. Je crois que cela interpelle la conscience humaine aujourd'hui. Voilà pourquoi on en parle. Revenons sur la déclaration de l'ancien ambassadeur, si c'est lui qui le dit. Nous ne parlons pas, comment dirais-je, d'un régent de quartier ou alors d'un maire d'une ville africaine de quelque part. Mais on parle d'un ambassadeur qui maîtrise les questions africaines et qui aujourd'hui, au soir de sa vie, il sait de quoi il parle. Il a bien dit que l'ONU aurait pu éviter ou alors empêcher ce carnage, malheureusement n'a pas pu le faire. Cela pose la question sur l'intention réelle de la présence des forces étrangères sur nos territoires. Et je l'ai souvent dit ici à ce plateau que on a l'impression que les missions sont différentes que l'officiel qu'on nous dit généralement. Ce sont des missions de maintien de la paix. Non, selon que vous le dites. Maintien de la paix. Qui prépare, qui veut la paix fait quoi? Prépare la guerre généralement. Sauf que dans la philosophie de l'ONU, on pense que peut-être malheureusement, faire la paix, c'est pas forcément faire la guerre. Malheureusement, je vais vous surprendre peut-être, la mission des Nations Unies peut aussi intervenir militairement pour protéger des populations. Et là, il y a des cas précis, il y a des principes. Je vais faire une petite pédagogie parlant de ces principes-là, les conditions dans lesquelles la mission onusienne peut intervenir militairement pour protéger les populations. L'une de ces conditions, c'est quand il y a un mandat clair et spécifique. Donc, le Conseil de sécurité doit autoriser explicitement l'intervention militaire pour la protection des civils dans le cadre d'un mandat clair et spécifique. Malheureusement, c'est ce mandat, c'est ce mandat qui a manqué et cela a été réclamé à plusieurs reprises par qui? Par ceux qui sont sur le terrain et qui
savent l'urgence de ce mandat, mais cela n'avait pas été délivré. Deuxième niveau, menace imminente ou en cours. Donc, la menace était présente. La menace était réelle. Voilà pourquoi le commandant demandait un mandat précis. Mais pourquoi cela n'avait pas été autorisé? Cela voudrait dire qu'il y a des intentions inavouées qui conditionnent la présence des forces onusiennes sur le terrain. Alors, je m'en arrête là pour dire, en clair, sur le continent africain, il y a un autre jeu qui se joue souvent, mais qu'on ne nous dit pas, mais qu'on nous flatte et qu'on nous renvoie dans le visage, quelque chose de l'officiel qui semble dire ce pourquoi on est là. On n'est pas là pour protéger malheureusement la population. Alors si le mandat de l'ONU est de préserver la paix, aussi protéger les populations, je pense que les éléments onusiens sont les plus équipés. Et parlant du génocide de Rwanda, à l'époque, ceux qui commettaient ces bavures ou alors ces carnages n'avaient pas des armes si sophistiquées. C'est des coupes-coupes, c'est avec des machettes, c'est avec des armes blanches que cela se commettait. Et pourtant, en face, on a une mission onusienne hyper équipée avec des armes modernes. Pourquoi ne pas pouvoir empêcher ce carnage-là avec une interposition militaire forcée à ce moment-là? Est-ce que là n'a aussi, si l'ONU intervenait et qu'il y avait des morts du côté des Tutsis, qui étaient les instigateurs, hein, on aurait limité, le drame. Aujourd'hui, peut-être, on ne serait pas là en train d'accuser l'ONU d'être venu tuer des Rwandais sur leur propre sol, parce qu'on n'aurait pas imaginé qu'on aurait pu vivre, par exemple, un tel carnage. Là, on se dit, on est en train de parler du carnage, on est en train de parler du génocide de Rwanda. Ça veut dire que ce sont des populations d'une même nation qui se sont tuées. Donc, il faut voir les gens se tuer. Si on a une manière d'intervenir pour empêcher à ce que cela se poursuive, il faut le faire. L'histoire prendra à témoin les faits. Et donc, ce n'est pas le lieu de se justifier aujourd'hui que l'ONU n'avait pas le droit de faire quoi que ce soit. Non. C'est en cela, je dis, il faut qu'on interroge l'histoire sur l'intention réelle de ces présences onusiennes sur nos continents. Il y a le Congo aussi qui est là, qui nous en dit long. Le Mali en a renvoyé, malheureusement, le départ de ces contingents onusiens. Il faut interroger les textes des Nations Unies sur la sécurité du continent. Je pense que c'est aussi important. Alors, je pense que sur la question, je voulais juste répondre à la question que tu posais tout à l'heure. Imaginons que le carnage c'était en cours de préparation et qu'on donnait quand même le mandat à cette mission onusienne d'intervenir militairement et que peut-être, en voulant contrecarrer le génocide, on tuait plutôt des Tutsis. Là, on serait là aujourd'hui peut-être à critiquer l'ONU d'être arrivé dans un pays et d'avoir tué des gens. Parce que là, on ne serait pas que si on les avait laissés, ils auraient pu faire quand même 800 000 morts au minimum. Non, mais je pense que c'est ce que disait l'ambassadeur quand ils disent que l'intervention militaire en fait, de l'ONU aurait pu limiter les dégâts. Ça veut dire que de toutes les manières, il y a mort. Mais on n'aurait pas peut-être allé jusqu'à ce nombre-là que nous dénombrons aujourd'hui. Donc, c'est ça la question. Mais ça dit que comprenez que derrière l'ONU se dit, mais ou bien les États-Unis se disent, mais eux, ils n'ont rien à voir. Bon, en fait, l'ONU se dit, mais ça n'a rien à voir à vouloir séparer des deux ethnies qui se bagarrent pour un rien du tout. C'est-à-dire qu'on l'a toujours dit que l'Afrique, si l'Afrique n'arrive pas à se comprendre, ça profite en fait à l'étranger. Quand vous êtes divisé, je pense qu'il y a l'une de nos hymnes nationaux qui disait quand vous êtes divisé, l'ennemi s'infiltre. Pendant que vous allez vous bagarrer, eux ils vont s'entendre justement à piller vos ressources. Je rappelle que le Rwanda aussi fait partie intégrante des Nations Unies. Bien sûr, mais je pense qu'il y a des ressources en fait au Rwanda où des gens peuvent en fait que les gens peuvent voler et piller. Donc c'est aussi ça. Donc ça montre aujourd'hui clairement que tout ce qu'on a comme diplomatie ou bien tout ce qu'on a comme institution internationale ne sont pas là pour nos beaux yeux, mais ils sont là juste pour leurs propres intérêts. Vous voyez ce qui se passe en aide des Congo, parce que Dieudonné faisait le lien tout à l'heure. À un moment donné, la population a compris que si en fait les rebelles, le M23 continue toujours pas frapper, c'est parce que les diplomates en ont pour quelque chose. À un moment donné, les populations se sont levées, les populations ont soulevé justement contre tout ce qu'il y a comme diplomate ou bien diplomatie en aide des Congo. Ils ont caillassé tous les véhicules, comme cela se doit. On en a débattu ici. Donc ça veut dire que... Non, mais on en a débattu bien évidemment. Ah oui, bien sûr. Donc ça veut dire qu'il y a un éveil de conscience et que les gens ont finalement compris que en réalité,
tout ce qui est comme guéguerre, tout ce qui est encore bisbille entre nous les Africains est souvent orchestré et entretenu par une quelconque institution internationale. Et donc je pense que le génocide rwandais c'est un exemple parmi tant d'autres. Et quand on l'a toujours dit, quand c'est un ambassadeur qui le dit, il faut le prendre certainement au sérieux. Ce n'est pas un personnage vulgaire, ce n'est pas quelqu'un qui se lève de quelque part pour le dire, mais ça veut dire que lui, il en a tellement vu qu'à un moment donné, il a dit, miette, il faut qu'il donne libre cours à ses sentiments et fait comprendre en fait à l'Afrique que ce qui se joue souvent à son dos n'est pas un jeu franc, mais c'est un jeu plutôt qui profite en fait à ce qu'on nous appelle l'institution internationale. Oui. Alors, à l'époque, on avait entre 2500 et 3000 casques bleus onusiens sur le sol rwandais et le génocide a fait plutôt 800 000 morts. Selon l'ambassadeur, si on avait eu ce mandat, l'intervention peut-être de ces casques bleus qui étaient armés face à des génocidaires qui utilisaient des armes blanches, machettes et tout, on aurait quand même pu empêcher ou réduire carrément le massacre. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on prend le recul, est-ce qu'on aurait pu imaginer qu'on pourrait atteindre ce taux de massacre et autoriser cette mission à intervenir militairement, puisque la plupart des missions onusiennes n'interviennent pas, elles sont là pour le maintien de la paix, comme on les appelle généralement, c'est des soldats de la paix, ils constituent des forces tampons entre deux camps, mais ne tirent pas généralement. Ouais, mais de toute évidence, lorsqu'on parle des forces de la paix, c'est justement cette paix a été menacée, compte tenu du fait que nous sommes arrivés à des morts d'hommes. Et lorsqu'on pose la question du rapport de forces liées aux forces qui avaient des armes assez sophistiquées face aux génocidaires qui n'avaient que des armes blanches, et je pense que lorsqu'on met en tout cas en action ces deux armes, vous convenez avec moi que nous sommes devant un rapport de force qui devait renforcer en réalité la dissuasion. Puisque c'est ce qui fait d'ailleurs même qu'on nous dit souvent que l'État, puisque si nous le prenons dans ce cas de figure-là, a le monopole de la violence. Donc si l'ONU avait réellement avait quand même eu l'entendement de pouvoir donc intervenir, je pense que non seulement ça n'allait même pas arriver, même s'il y avait cette volonté, puisque les germes même du génocide, les germes même du génocide étaient lointains déjà. Voilà, même étaient internes, puisque c'était alimenté justement par les Rwandais eux-mêmes. Ce n'est pas fondamentalement les forces extérieures. Mais ce qu'il faut faire aussi rappeler pour intervenir à l'une des interventions de lui tout à l'heure, c'est lié même à ces forces onusiennes. Si vous prenez les États où on nous dit véritablement les gens qui sont là pour les intérêts, vous verrez véritablement que l'ONU n'est pas tellement indexé, pour la simple et bonne raison que en tout cas les effectifs qui composent ces forces-là sont d'abord des effectifs pour la plupart du temps africains, même si on sait que extérieurement les gens sont là, dont les Africains composent en réalité l'effectif. Donc je ne sais pas, c'est vrai que plus ou moins, c'est vrai que sous commandement de l'extérieur, mais c'est beaucoup plus minimisé. Lorsque vous comparez par la force Barkhane et la force onusienne stationnée au Mali, on peut véritablement pas parler, en tout cas de ces rapports liés. Tout à fait, purement, ils sont là, voilà. Donc les Africains vont dire, voilà, tout à fait. Mais de tout compte fait, l'Africain, en tout cas nos réalités font que partout nous sommes, quelqu'un veut tirer sur le gain du cause à sa présence, etc. Mais on ne va pas aller jusqu'à dire qu'ils sont venus piller, en tout cas le territoire, même si on ne peut pas, en tout cas, les disculper à tout point de vue. Mais au même moment, moi, ce qui est très important, véritablement, nous devons donc mettre l'accent sur cette question-là, parce qu'au-delà de ces responsabilités qui sont partagées au fil du temps, on l'a dit, les gens sont là, on parle de la France également, il y avait des responsabilités parce qu'ils sont positionnés, etc. Mais au même moment, est-ce qu'elle demande à l'interne même on a fait? Parce que c'est vrai que ce sont les forces onusiennes qui estimaient qu'ils pouvaient intervenir. Mais à l'intérieur, si tel qu'il y avait la volonté... Puisque le pouvoir était tout à fait aux mains des Hutus à l'époque. Il y avait les Hutus. C'est les mêmes personnes qui ont fait le... Oui, mais quoi qu'il en soit, nous parlons de pouvoir politique, etc. Donc, c'est que c'est un gouvernement qui protège la population.
mais il y avait un couac lié à un déséquilibre lié donc à outils, Tutsi, etc. Mais de l'autre côté, on a appelé véritablement à ce que ces forces-là interviennent. Ça veut dire quelque part que engageons nos responsabilités. Engageons nos responsabilités en premier. C'est vrai que les autres devaient venir passer. On fait partie de ces institutions pour également protéger la nation. Mais au même moment, je pense que la responsabilité nous engage davantage. Plus que nous nous engageons, la responsabilité est sérieuse. Merci. Alors, je donnais, il faut quand même pas oublier la responsabilité du Rwanda lui-même. C'est ce qui essaie de nous faire comprendre, Adam. Oui, la responsabilité du Rwanda n'est pas à négliger, mais il faut comprendre qu'on était dans un cas de décadence totale où l'État rwandais, ou alors le pouvoir rwandais n'avait plus de logique, de logique de pouvoir de protection. Tout était en débandade totale. Donc, cette responsabilité, oui, c'est engagé, c'est moral. Mais il est du devoir de cette organisation commune des États d'intervenir là où il y a une crise. Et il y a aussi cette position d'autosaisie de cette organisation internationale. Lorsque ça brûle, il faut intervenir. Pourquoi faire? Pour atténuer ou alors préserver la paix. Donc, oui, la responsabilité de tous les États africains dans les crises est toujours engagée. C'est lorsque cette responsabilité n'est pas gérée de bonne foi qu'on appelle l'ONU des fois, mais l'ONU s'autosaisit aussi. Bon, la leçon aujourd'hui, c'est que tous les États africains engagent véritablement leur responsabilité en de bonne voie dans l'intérêt supérieur des nations. Mais je voudrais revenir un peu sur votre question, savoir si on avait autorisé cette intervention militaire de l'ONU. Est-ce qu'on savait qu'on irait jusqu'à 800, voilà, 1000 morts? Je voudrais dire, la mission onusienne n'est pas que préserver, mais aussi c'est des renseignements. Tout ce qui s'organisait, tout ce qui tramait déjà était véritablement très bien renseigné par la mission onusienne. Et connaissant la portée de tout ce qui pouvait se passer, je me dis il était de droit à ce qu'une situation ou une mesure conséquente soit prise. C'était une faille. Mais moi, la question que je me pose aujourd'hui, à qui imputer cette responsabilité? À l'ONU, oui, maintenant. Devant quelle juridiction traîner l'ONU pour avoir laissé commettre? Parce que ne pas assister, ne pas intervenir en cas de crise, en soi aussi, c'est une infraction. Ouais. L'ONU a commis une infraction. Devant quelle juridiction traduire l'ONU aujourd'hui? Les tests ne nous ont pas donné cette latitude de définir clairement cet enjeu. Donc, oui, la responsabilité de l'ONU est hyper partagé. Maintenant, il nous appartient, nous, de comprendre que les organisations internationales ne seront pas là forcément que pour protéger les intérêts africains. Il faut que les Africains, eux-mêmes, entre eux, essaient toujours de trouver un terrain de paix. Je pense que c'est le message là qui est véhiculé partout aujourd'hui sur le continent. La paix, c'est nous d'abord. Merci beaucoup. À vous, j'aime bien cette conclusion. La paix, c'est nous d'abord. C'est sur ce que nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.